Bonjour et bienvenue à cette session où nous allons parler du Journey to a Compliant Cloud. Tout d'abord, j'aimerais parler d'une étude du Gartner qui annonce que d'ici 2023, 65% de la population dans le monde sera couverte par une régulation concernant la protection des données. Et ceci par rapport à aujourd'hui, où environ 10% de la population est concernée. Aujourd'hui, la protection des données est quelque chose d'actualité. On l'a vu dernièrement dans les dernières votations fédérales, par exemple, on va avoir la prochaine sur le Covid, sur le passeport Covid. On a eu aussi ça sur le e-privacy, notre passeport numérique aussi. On voit de plus en plus de cas autour du monde, de brèches de sécurité. Donc vraiment, aujourd'hui, la protection des données est quelque chose qui nous concerne et qui va nous concerner de plus en plus. Typiquement, par exemple 2023, où nous aurons la révision de la protection des données en Suisse qui va être mise en place. Et là aussi, les entreprises seront de plus en plus confrontées à ces sujets autour de la protection des données. Et donc aujourd'hui, pour en parler, je serai accompagné de Lionel Zuffray, qui est notre senior cloud architecte, qui est vraiment spécialisé sur toutes ces questions de compliance. Il va aborder le sujet tout à l'heure après moi. Et moi-même, Manuel Calvino, Cloud Business Development Manager, donc une fonction plutôt d'ingénieur avant-vente où j'accompagne nos clients dans leur migration ou projet pour aller dans le cloud. Tout d'abord, j'aimerais parler un petit peu des risques. Aujourd'hui, quels sont les risques que l'on voit aujourd'hui en 2021? Vous voyez ici, typiquement, que tout ce qui est compliance, donc conformité, est un des risques les plus, que les entreprises le prennent le plus en compte. La cybersécurité aussi, forcément, parce que c'est un des piliers. Donc, on le voit aussi auprès des entreprises, la conformité est quelque chose de vraiment très important que les entreprises prennent à cœur. Au niveau des brèches de sécurité, des causes et surtout des coûts, c'est très intéressant de voir, là on parle d'une étude d'IBM, on voit que le coût d'une brèche de sécurité est d'environ 150 $ par enregistrement perdu. Donc je vous laisse imaginer, si vous avez des milliers d'enregistrements qui sont perdus, vous multipliez ça par 150 $, donc c'est des coûts moyens forcément, mais les sommes vont très vite. On voit aussi que le coût moyen, quand on a une brèche de sécurité, est d'environ 3,8 millions de dollars. Et on voit qu'en moyenne, une entreprise perd 1,5 million au niveau du business, donc au niveau de la marque, au niveau des revenus, parce que peut-être l'entreprise ou ses clients ont perdu un petit peu confiance. Donc ça aussi, c'est des points très importants. On voit aussi que le temps moyen pour identifier une brèche de sécurité et pour la contenir, c'est d'environ 280 jours. Donc c'est vraiment très long. Donc là aussi, très important de peut-être mettre en place des outils pour suivre, traiter et protéger la donnée. Et puis, vous voyez aussi sur la droite que c'est 27% quand même, 23% d'erreurs humaines qui provoquent ces brèches de sécurité, versus 50% quand on parle d'attaques perpétrées depuis l'extérieur, par exemple, par des malfaiteurs. Et on voit aussi après tout ce qui est, on va dire, bug ou système mal configuré. Donc on voit que ces brèches de sécurité peuvent coûter très cher. Si on prend la GDPR qui a été mise en place depuis 3 ans, vous voyez ici qu'on est aujourd'hui à pratiquement 300 millions de dollars d'amendes. Là, on est vraiment sur les amendes que payent les entreprises. Et vous voyez ici la largeur. Vous voyez Google, l'exemple de Google où là on parle pour la France de 50 millions de dollars à l'Hongrie pour une petite entreprise où on parle de 28 $. Donc ça peut coûter très cher et c'est très important, et en sachant aussi qu'on aura, nous, la révision de la loi sur la protection des données qui va apporter ce genre de choses aussi. Un point aussi auquel on discute beaucoup avec nos clients et qu'il faut vraiment bien entendre, c'est la partie Shared Responsibility Model. Donc, quand vous allez dans le cloud, c'est important de vraiment définir qui va faire quoi et où s'arrête vos tâches et où commence celle du cloud provider. On le verra tout à l'heure, Lionel va vous faire la démonstration, mais c'est à vous de mettre en place les outils pour protéger la donnée, pour contrôler l'accès et ce genre de choses. Donc le cloud provider ne va pas tout faire pour vous et c'est vraiment très important, comme je disais, de bien comprendre où vous allez devoir commencer à gérer vous la sécurité et le contrôle.
Maintenant, j'aimerais aborder, j'en ai parlé tout à l'heure, la révision de la loi sur la protection des données en Suisse, qui devrait normalement arriver d'ici 2023. Ça va aussi mettre une pression aussi sur les entreprises en Suisse qui devront être conformes, comme l'a été la RGPD en 2018. J'ai pris un exemple ici, l'article 24, pour tout ce qui est annonce et évaluation de la sécurité des données. Donc les entreprises devront annoncer leur brèche de sécurité au préposé fédéral. Et donc les entreprises devront aussi mettre en place des frameworks pour gérer ces incidents. Là, j'en ai pris deux des plus connus, le NIST et le SANS. Et derrière ça, en fin de compte, ce sera mettre des outils où Lionel va vous en présenter quelques-uns, typiquement pour gérer la partie Identity and Access Management, Airbag, des outils de CIEM, DLP, CASB et autres. Donc vraiment très important de mettre en place ces outils pour sécuriser et protéger la donnée. Comment on accompagne nos clients? Avec ce qu'on appelle chez nous un framework qui s'appelle Journey to Cloud. Le Journey to Cloud, qu'est-ce que c'est? C'est notre framework pour guider le client dans le cloud, où on a ce qu'on appelle un Initial Assessment, où on va travailler sur plusieurs piliers pour guider le client et lui créer sa roadmap pour l'accompagner dans le cloud. Après, on a la deuxième partie qui est plutôt vraiment la partie technique, où on va faire peut-être le discovery, l'application assessment et la migration des applications, voire la transformation. Et pour finir, on va peut-être proposer aux clients des services managés parce qu'ils désirent nous donner une partie des opérations chez nous, voire transférer du transfert de compétences ou de connaissances auprès du client parce que c'est lui qui va opérer cette infrastructure. Et ne pas oublier aussi toute la partie Cloud Adoption, Change Management qui est très importante quand vous allez dans le cloud. Un petit focus sur les 6 dimensions qu'on aborde dans le Journey to Cloud, puisque c'est le sujet aujourd'hui, c'est la partie sécurité et compliance. C'est vraiment un point très important qu'on aborde dans les discussions avec les clients, bancaires, assurances, retail. Vraiment, on prend vraiment en charge ces questions à propos de la sécurité, de la compliance, avec quoi l'entreprise doit être en conformité, quelles sont les règles internes ou extérieures qu'elle doit gérer. Et ce genre de choses vont être traitées, analysées et on va donner, par exemple, la bonne licence qui va bien, les bons outils, les bons process et l'organisation qui va en découdre derrière ça. Et donc maintenant, on va faire, c'est très large, donc on va vraiment aujourd'hui se focuser sur la partie Microsoft 365 et Microsoft 365 Compliance. Et pour ça, je vais passer la main à mon collègue Lionel Zuffray qui va vous montrer et démontrer aussi les outils de la partie Compliance autour de Microsoft 365. Lionel, c'est à toi. Voilà, alors merci Manu. Effectivement, par rapport à cette partie compliance, on va un petit peu se focaliser sur Microsoft 365 et la console de compliance. Alors, étant une personne plus pratique que théorique, il y a très peu de slides. Par contre, il y a beaucoup de captures d'écran de la console 365 qui vont nous accompagner tout le long de cette présentation. C'est mon propre tenant de test. Et en fait, on va pouvoir passer en revue un petit peu cette console pour pouvoir illustrer vraiment des cas d'utilisation et la mise en place de cette console. Donc tout se situe au travers de l'outil Microsoft qui s'appelle compliance.microsoft.com. Et vous voyez dans cette console de compliance toute une série d'éléments, de solutions mises à disposition pour pouvoir gérer la compliance au sein de son tenant 365. Je fais juste un aparté, c'est que ce que vous voyez là, c'est des licences E5, un plan E5. Donc si vous avez un plan E3, il y a certaines options qui n'existent pas parce qu'au fait, sont couverts uniquement par les licences complètes qui sont les E5. Donc au travers de la console, vous avez ici toute une série d'éléments. Vous voyez un score de compliance basé sur différents critères. Vous avez toute une série d'accompagnement, de petits graphiques qui vont vous aider et vont vous accompagner à l'intérieur de cette console. On va débuter par le Compliance Manager. Le Compliance Manager est un outil qui va vous permettre de vous aider pour faire des audits. J'entends par là que Microsoft a mis à disposition sous forme d'assessment, ici, dans des templates, des assessments qui concernent la GDPR, qui concernent la loi suisse sur la protection des données ou qui concernent ISO 27000. Vous pouvez choisir un assessment et l'assigner à votre tenant. Une fois que l'analyse est faite par rapport à cet assessment, donc à cette régulation, vous aurez un indice, un score de l'état de votre tenant. Et là, vous voyez par exemple, j'ai 59% de réussite, j'ai des points à activer. Et en fait, ce score et cet assessment va vous permettre d'avoir des actions d'amélioration à devoir faire au sein de votre tenant. Par exemple, si je filtre sur la régulation, la Suisse LPD,
on voit en exemple comme quoi il est nécessaire d'appliquer la régulation, la rétention sur la régulation en fait, de la Suisse LPD, et c'est une information que vous devez remplir. À quoi ça peut servir? C'est qu'une fois que les informations ont été remplies à l'intérieur, que ce soit technique, mais ça peut être aussi opérationnel ou documentaire, vous avez la possibilité de faire un export et de montrer ça à un auditeur. Ces rapports sont valables lors d'un audit et vont vous aider au fait, à accompagner l'utilisateur dans cette démarche d'analyse de votre tenant du point de vue de la compliance. OK. Une fois qu'on a parlé au fait, de la compliance globale au fait, du tenant, on va se focaliser un petit peu sur information protection. Donc tout ce qui est au fait, la protection de l'information en tant que telle et de la gouvernance. Pour cela, en fait, on va utiliser le schéma en fait, de Microsoft qui se base sur 4 étapes. La première est de connaître ces données. La deuxième, on va protéger nos données. On va empêcher en fait, la fuite ou la perte des données. Et on va appliquer de la gouvernance. On va passer en revue au fait, de ces 4 éléments indépendamment avec les outils mis en place. Certains outils iront rapidement. Désolé, le temps de la présentation est tel quel. Mais par contre, si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à revenir plus tard vers nous. Donc, si on parle de la connaissance des données, l'idée c'est d'identifier quel type de données se trouve dans votre tenant. Donc, on parle des données qui peuvent être stockées sur OneDrive, sur SharePoint, dans la messagerie, dans Teams. Donc, l'idée c'est de les connaître. Pour cela, on va utiliser au fait, la data classification. Donc, on retourne dans notre console de compliance. Vous avez ici un data classification. Vous avez aussi un dashboard qui va vous permettre d'avoir une vue un petit peu synthétique de tout ce qui peut se passer au sein de vos données, du point de vue de la compliance, du point de vue de la classification, du point de vue de la sensibilité au fait, des documents. Vous avez ici les données les plus sensibles qui ont été appliquées, la classification en fonction, si vous avez mis des labels de rétention, les activités au niveau du DLP ou au niveau des activités. Ça, c'est une vue un petit peu plus générale. Mais on va maintenant se concentrer au fait, sur 3 éléments qui se trouvent ici. Ces éléments ils sont assez importants à comprendre. C'est ce qui va permettre d'identifier quel type de données vous avez au sein de votre entreprise. Parce que pour appliquer au fait de la classification ou des niveaux de sensibilité individuels, il faut savoir quel type de données vous avez. Comme on verra un peu plus tard, il y a la possibilité d'appliquer de la classification manuellement par les utilisateurs, mais il y a aussi la possibilité de le faire de façon complètement automatique. Et le but, c'est de regarder comment on peut faire de façon automatique. Donc on va se concentrer sur les sensitive infotypes. Sensitive infotype, c'est une série au fait, de descriptions que Microsoft a mis à disposition. Vous voyez, il y en a 263 qui sont à disposition par pays, mais pour identifier au fait, une série de numéros, des mots-clés, etc. Par exemple, on prend le passeport australien, il y a pour tous les pays, il y en a toute une série qui vont nous permettre d'identifier si un document contient une donnée sensible. J'ai pris par exemple le numéro de AVS Suisse. Vous pouvez en fait après regarder à l'intérieur et vous voyez que c'est une régulière expression, donc un regex, qui va identifier si dans un document j'ai un numéro d'AVS Suisse. Et grâce à ça, on va pouvoir faire une action sur ce document. Donc l'idée des sensitive infotypes, c'est simplement d'identifier qu'est-ce qui contient dans le document. Est-ce qu'il y a quelque chose de sensible ou pas, basé sur toute une série de critères. Autre exemple, les numéros de carte de crédit ou quelque chose comme ça. Ça, c'est le premier élément à retenir. Le deuxième élément à retenir, c'est les trainable classifiers. Donc, c'est aussi la possibilité d'identifier un document spécifique, mais la grande différence au fait, de cet outil par rapport au sensitive infotype qu'on a vu avant, c'est qu'on a la possibilité de lui faire apprendre. Il y a du machine learning là derrière pour pouvoir lui dire, en fait, on va lui faire apprendre un certain type de document. L'exemple le plus classique, c'est des factures. Vous avez dans votre entreprise des factures qui sont envoyées aux clients, aux partenaires, aux fournisseurs. Et en fait, ces factures ont toujours plus ou moins la même structure, sauf que le contenu est complètement différent. Donc, vous allez créer en fait, un trainable classifier personnel de votre entreprise dans lequel vous allez mettre un certain nombre de factures, environ une centaine. Le machine learning va apprendre ce que c'est une facture. Ensuite, vous allez refaire une passe avec moitié de factures correctes et moitié de documents qui ne sont pas des factures pour voir les faux positifs, pour être sûr d'affiner en fait, le modèle. Et une fois que le modèle est fini, vous allez le publier au sein de votre entreprise. Ce qu'il va faire, en fait, le trainable classifier, c'est qu'il va identifier chaque fois qu'il y a un format facture, il va automatiquement le classifier ou lui mettre une information comme quoi c'est une facture. Et après, grâce à cette identification en fait, de la donnée, vous allez pouvoir appliquer des règles derrière, que ce soit des règles de DLP, que ce soit des règles en fait, d'encryption, etc. C'est ce qu'on va voir un petit peu plus tard.
Donc ça, c'est vraiment un outil qui est hyper puissant, ça demande un peu de temps de préparation, mais c'est un outil qui va vous permettre d'aller de l'avant. Il y a aussi d'autres exemples que Microsoft fournit, comme les codes sources ou des CV qui sont déjà prédéfinis que vous pouvez utiliser. Et le dernier élément pour identifier le contenu de données, c'est Exact Data Match. Alors Exact Data Match est un petit peu plus compliqué, mais c'est plutôt utilisé dans le domaine bancaire, qui au fait ont un fichier central ou une base de données hyper importante qui contient des CID, des Customer Identifiers. Alors l'exemple que je vous donne, vous avez ici par exemple un CSV avec au fait, une base de données, donc c'est une base de données sur des super-héros qui est hyper sensible et il ne faut absolument pas qu'elle sorte. Donc ce que vous faites, c'est que vous prenez votre base de données, vous allez la hacher, donc la rendre complètement anonyme et la mettre dans le cloud 365. Une fois que vous avez fait ça, vous allez créer un schéma correspondant à votre base de données et vous allez créer aussi des sensitive infotypes liés au fait à ce schéma et à cette base de données. Donc après, Microsoft va pouvoir faire du hash des mots-clés qui se trouvent au fait, dans des documents, dans du chat Teams ou dans des emails pour pouvoir savoir si à l'intérieur, par exemple, d'un email se trouvent des noms de code qui correspondent à la base de données. L'exemple que je vous montre ici, c'est le résultat sur un chat dans Teams. Comme on avait pris ma base de données sur les super-héros, si j'écris par exemple simplement Superman, donc le message est flagué parce qu'on a identifié comme quoi c'était un mot qui était protégé, mais on ne l'a pas empêché. Par contre, si je mets Superman Clark Kent, donc le nom plus le prénom plus le nom de code, du coup le message est bloqué. Dans un chat, mais ça peut être dans un mail, ça peut être dans un échange. OK. Une fois qu'on a identifié les données, on va appliquer de la protection. Donc la protection des données avec de la classification ou de l'encryption. Donc pour là, on va dans Information Protection. Et là, vous voyez au fait en exemple, vous avez toute une série au fait, de niveaux de classification qui ont été créés au fait, sur mon tenant. On va en prendre un comme exemple, Encrypted. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce type de classification? Là, typiquement, on va pouvoir appliquer une méthode d'encryption. On choisit au fait la méthode d'encryption, on va pouvoir choisir les droits, c'est-à-dire qui a le droit de décrypter ce document. Donc là, on peut choisir l'assignation des permissions. Dans cet exemple-là, j'ai pris toutes les employés au fait, de mon entreprise ont le droit au fait, de lire, sont co-auteurs de ce document. Grâce à ça, en fait, ça veut dire qu'on va pouvoir, du point de vue de l'utilisateur, appliquer une encryption. Et en fait, tous les employés à l'intérieur de l'entreprise pourront le lire, mais pas les personnes externes. Si malheureusement en fait, ce document sort, personne ne pourra le lire. Et une fois que vous avez appliqué ce label, les utilisateurs finaux verront en fait, ces labels apparaître en fait, dans la documentation Word ou Excel ou dans l'email et vont pouvoir utiliser en fait, ces classifications. Mais là, on est dans un mode de classification manuelle, c'est-à-dire que c'est les utilisateurs qui, eux, vont appliquer le niveau de confidentialité ou de classification sur leurs propres documents. Il est possible en fait, d'utiliser un autre outil qui s'appelle l'auto-labelling, qui permet en fait, d'appliquer aussi cette classification, mais de façon complètement automatique, fait en fait, par le serveur, par le tenant 365. Et pour ce faire, on utilise l'auto-labelling et on va créer une règle. Et de nouveau, si vous vous souvenez de ce qu'on a discuté tout à l'heure, on a parlé des sensitive infotypes, donc une identification, et là on va appliquer le label correspondant à ces sensitive infotypes. Donc on va pouvoir dire que si je découvre un credit card number ou un numéro d'AVS dans un document, du coup j'applique un label, qui peut être le label d'encryption qu'on a vu avant. La même chose, si je découvre en fait, des informations de ma base de données des super-héros, du coup en fait, je peux aussi appliquer un label et je peux aussi encrypter ou je peux bloquer. Donc on va pouvoir appliquer au fait, des labels de façon automatique. Maintenant, on a identifié des données, on a appliqué au fait, des labels sur des documents ou de l'encryption, bien ça. Mais par exemple, appliquer au fait, un label sur un document mais ne rien en faire, ça ne suffit pas. Il faut maintenant rajouter au fait, la protection contre la fuite des données, contre la perte, qui s'appelle DLP, Data Loss Prevention. Et on va regarder un petit peu ce que c'est ça. Donc Data Loss Prevention, comme les autres outils sur le marché, Microsoft a mis en place à l'intérieur de sa suite de compliance la possibilité au fait, de bloquer ou de réagir quand on a une information qu'on identifie comme sensible. Donc de nouveau, on va se raccrocher aux sensitive infotypes qu'on a vu avant, aussi au Exact Data Match, au Trainable Classifier, donc tous les identifiants qu'on a vus avant, on va pouvoir les utiliser dans le DLP, ce qui va permettre au fait de boucler la boucle, si on pourrait dire ça, c'est-à-dire qu'on identifie la donnée, on va pouvoir la classifier si nécessaire, et on va pouvoir appliquer des règles pour empêcher au fait, que la fuite de ces données. Donc, on va regarder un petit peu ce que c'est. Vous avez ici un exemple de policy en fait, de DLP.
Je vais en prendre une. Donc, le DLP, dans cet exemple, est lié au fait à la classification, au label. Par contre, le DLP au fait, de Microsoft permet de faire énormément de choses hors Information Protection. Mais ce n'est pas tout à fait le sujet au fait, d'aujourd'hui. Mais il est tout à fait possible au fait, d'utiliser le DLP comme un autre DLP basé sur d'autres critères. Mais dans ce cadre-là de la protection des données, je vais prendre une règle de DLP que j'ai créée, qui s'appelle la GDPR Enhanced. Donc, une fois qu'on a édité au fait, ou créé cette règle de DLP, on va pouvoir choisir au fait, quelle est la cible, la localisation des données qui nous intéressent par cette règle. On peut être granulaire, c'est-à-dire qu'on peut appliquer une règle de DLP que sur la partie Exchange, ou on peut appliquer une règle de DLP sur SharePoint, sur OneDrive, sur Teams, ou bien sur les 4 en même temps. C'est le cas là. Donc en fait, je vais couvrir avec cette règle de DLP les 4 sources potentielles de données. Et après, bien sûr, on va dire, mais j'applique cette règle de DLP sur quel type de données? Et c'est là qu'on reboucle avec les sensitive infotypes qu'on a vu tout à l'heure. Donc il y a toute une série, par exemple pour la GDPR, Microsoft a déjà prévu toute une série de sensitive infotypes qui sont liés, mais de nouveau, ça peut être des sensitive infotypes comme on a vu le numéro AVS spécifique ou un sensitive infotype que vous avez créé au sein de votre entreprise basé sur des mots-clés des dictionnaires ou au fait exact data match qui va aussi se déterminer par un sensitive infotype ou des trainable classifiers comme on l'a vu avant. Donc tout peut être utilisé au fait, dans les règles de DLP afin d'appliquer au fait, ces protections. Et une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir choisir des actions. Là, je vous ai montré des actions qu'on va pouvoir faire sur le poste de travail, mais il y a aussi des actions qu'on va pouvoir faire sur la partie messagerie, bloquer, autoriser, ou sur SharePoint, empêcher le partage, etc. On peut faire toute une série d'actions. Là, je vous montre juste au fait, des actions qu'on peut faire sur le poste de travail par rapport à un type de données. Et qu'est-ce que ça va donner en résultat? C'est ça. C'est par exemple, j'ai un document Word qui a été classifié interne, donc sensible, et en fait, j'ai appliqué la règle de DLP qui dit que je bloque le copy-paste. Donc, au fait, que le copier-coller à l'intérieur de ce document est interdit via la règle de DLP. Et si l'utilisateur le fait, vous avez au fait ce petit message qui apparaît ici, qui est le Data Loss Prevention Endpoint, donc la partie poste de travail, qui va vous empêcher au fait de faire cette action. Donc, c'est comme ça au fait qu'on va pouvoir gérer. Donc, il y a la partie serveur, mais il y a aussi la partie poste de travail qui va permettre au fait d'empêcher une certaine action à faire par rapport à un document et par rapport à une classification. Donc vous prenez le même document, mais vous ne le mettez pas en interne, vous le laissez en général, du coup, le copy-paste fonctionne. On est vraiment ciblé par rapport au contenu et à l'identification du contenu du document. OK, donc maintenant, on va parler un petit peu de la gouvernance des données et du monitoring. Parce que maintenant qu'on a mis en place l'identification des données, la protection des données, la protection contre la fuite, on va pouvoir un petit peu regarder comment on va pouvoir gouverner nos données et surtout comment on va pouvoir monitorer pour être sûr au fait qu'on a une maîtrise de ce qui se passe à l'intérieur du tenant. Donc, en termes de gouvernance, on a quelque chose qui s'appelle Information Governance. Information Governance permet en fait d'appliquer certaines règles, ça permet aussi d'appliquer des labels ou des labels policy basés sur la rétention ou d'appliquer une politique de rétention globale. Si je prends par l'exemple au fait là de politique de rétention globale, j'ai fait une politique de dire toutes les mailbox ont une rétention d'une année. Donc en fait, en gros, si on édite cette règle, on va regarder et on choisit à l'intérieur de la politique de dire que tous les mails de mon entreprise sont gardés pendant une année. Bon, là, c'est 2 ans parce que le texte n'est pas en accord avec le settings, mais en fait, en gros, on a la possibilité de garder. C'est-à-dire que même si un utilisateur delete un mail dans son Outlook, puis après, il va dans la poubelle de Outlook et le delete, et va dans la poubelle du serveur et le delete, le mail sera toujours là, l'utilisateur ne le verra plus, mais il sera toujours là, parce qu'on lui a dit de garder toutes les informations pendant 2 ans. Ce qui va nous permettre d'utiliser des outils légaux, comme eDiscovery ou bien Content Search, pour aller récupérer quand même ces mails, si au fait on a une investigation au fait légale et on a besoin de récupérer au fait des informations à l'intérieur au fait d'Exchange ou de OneDrive, etc. Donc on peut appliquer ces rétentions pour pouvoir avoir une analyse légale derrière pour retrouver les données. C'est la même chose avec le record management, ça va un petit peu plus pousser en fait le record management, ça permet d'identifier les documents en tant que record. Donc le tant que record, ça veut dire que je sais pas, vous avez un document, un PDF ou un document Word que vous avez mis dans un site SharePoint et vous l'identifiez comme un record. Du coup, en fait, plus personne ne peut aller modifier ce document, plus personne ne peut aller le détruire, plus personne ne peut aller le déplacer. Il est figé pendant un certain temps. Donc l'idée derrière, c'est de dire, par exemple, j'ai un projet qui démarre un peu sensible de recherche et développement. J'applique un record sur tous les documents qui vont arriver dans un site SharePoint.
Durant la durée du projet, tous les documents peuvent simplement être ajoutés, il n'y a rien qui bouge. Et à la fin du projet, quand on a fini en fait, le projet, on peut créer un événement. Et cet événement va pouvoir libérer en fait, tous les documents qui ont été placés comme record parce qu'on considère que le projet est terminé. Et du coup, ces documents, on peut les libérer et les archiver, voire les détruire si nécessaire. Donc en fait, le record management permet en fait, d'être vraiment au niveau régulation vraiment strict et plus personne ne peut toucher à ces documents. C'est un exemple de gouvernance. Vous en avez encore quelques autres, mais on verra un petit peu plus tard. Voilà, donc une fois qu'on a fait un petit peu les différentes étapes, donc on a identifié les données, on a appliqué de la protection, de la classification, on a appliqué du record, de la rétention, on va retourner en fait sur la console principale de data classification parce qu'on a deux outils à la fin qui s'appellent le Content Explorer et Activity Explorer qui vont nous donner des informations un petit peu supplémentaires. Prenons par exemple le Content Explorer. Le Content Explorer permet en fait d'aller analyser je ne dirais pas en temps réel, parce qu'il y a quand même un décalage de quelques heures, mais en fait, il analyse continuellement en fait, le tenant de toutes les informations, que ce soit dans Exchange, dans OneDrive, dans SharePoint. Actuellement, Teams n'est pas pris en compte, mais ça va arriver. Microsoft est encore en train de développer dessus. En fait, analyse les informations qui se situent, en fait, qui sont posées à l'intérieur en fait, du tenant 365 pour récupérer en fait, des informations basées sur ce que vous avez décidé de faire. De nouveau, on revient sur les sensitive info type, c'est ce qu'on avait décidé, au fait, discuter un petit peu avant. Il va aussi regarder les sensitivity labels, donc les labels que vous avez créés, comme le encrypted qu'on a vu un petit peu plus tard, il va au fait les analyser. Les labels de rétention, si vous en avez mis, si vous avez créé les trainable classifiers, en fait, toutes les informations que vous avez configurées, Content Explorer va simplement les prendre et analyser continuellement tout ce qui se passe sur votre tenant et vous donner des informations. On va aller un petit peu plus loin dans le détail, par exemple pour les sensitive info type. Là, vous avez en fait les super-héros number, donc basé au fait sur mon exact data match sur lequel j'ai fait au fait ma base de données au fait sur le nom des super-héros. Donc ça 552 fois a été identifié et là on sait où est-ce qu'ils ont été identifiés. Il y en a 531 dans un Exchange, il y en a 14 dans du OneDrive et dans du SharePoint. Donc on a une information au fait que cette donnée sensible a été identifiée dans un certain nombre de documents ou d'emails. On peut aller encore un petit peu plus loin, on va cliquer dans Exchange. Vous avez au fait qui, donc la personne, la mailbox au fait, qui a été au fait, identifiée en tant que contenant des informations. Et vous avez au fait tous les mails ainsi que les informations. Et on peut encore aller un petit peu plus loin. Vous cliquez dessus. Et là, vous pouvez avoir le nombre de sensitive info type qui ont été découverts. Là, typiquement les super-héros number. Mais il y a aussi des numéros AVS qui se promènent. Et si vous cliquez au fait, sur un des mails, vous avez au fait, le mail original ou un document original. Vous pouvez avoir la source où la donnée sensible a été identifiée. Il faut faire très attention en fait, avec cet outil parce qu'au fait, ça permet d'aller clairement à l'intérieur des emails d'autres personnes pour voir le contenu qui a été identifié comme sensible. Donc par défaut, même les domaines admin, les enterprise admin ou les global admin, enfin tous les rôles d'administration n'ont pas accès au fait, à ce niveau de détail. Il faut explicitement mettre une personne au fait, à l'intérieur de ce données. Ok, et le dernier point, c'est l'Activity Explorer. L'Activity Explorer va aussi vous donner des informations, alors là c'est beaucoup plus temps réel, ça va vous donner des informations basées sur des logs de toute action qui va se passer par rapport à certains types de documents qui sont identifiés sensibles. Typiquement, vous allez filtrer sur la date, et là vous avez en fait un graphe qui va vous donner en fait toutes les actions qui ont été faites. Il y a eu des fichiers créés, il y a eu des matchs des règles DLP, il y a des personnes qui ont copié des fichiers dans le cloud, mais ça a été interdit, ça a été bloqué. Il y a des fichiers qui ont été copiés sur le share réseau, etc. Donc vous avez toute une série d'éléments qui sont listés. Et quand vous cliquez sur un des éléments, ici par exemple, File Accessed par Annoad App, vous avez les détails de l'activité, quand ça s'est passé, par qui, l'adresse IP, etc. Et surtout aussi les détails du blocage, donc le DLP policy, là ça a été block endpoint, etc. Et le niveau de classification en fait, de l'élément. Donc grâce à ça, en fait, on arrive à suivre vraiment tout ce qui se passe. Et bien sûr, on pourrait mettre par-dessus ça des alertes pour pouvoir après gérer en fait, dans un outil de service desk et les alertes nécessaires pour aller un petit peu plus loin dans l'investigation. Voilà. Donc c'est un petit peu tout. On a fait rapidement le vu de la console de compliance. Ça permet de faire beaucoup de choses. Honnêtement, il faudrait des jours en fait, pour passer au travers, de lier en fait, tous les éléments ensemble. On reste à votre disposition s'il y a besoin en fait, d'aller plus loin en fait, dans cette console compliance. Et en attendant, on va répondre à votre question avec Manuel. Merci beaucoup.
La la la. Bonjour, merci. Donc maintenant on va rentrer dans la partie Q&A, donc questions-réponses. Donc on va prendre la question de Sébastien Pittet, hein, qui nous posait la question par rapport j'ai envie de dire, la conformité de la RGPD autour d'Azure. Peut-être juste quelques remarques. Microsoft est compatible avec la RGPD. À ça, je mettrai le lien après tout à l'heure. Donc il y a un code of conduct qui a été signé maintenant en Europe qui permet aux cloud providers de garantir qu'ils sont en conformité avec la RGPD. Il y a aussi peut-être plus d'une manière plus large par rapport aux données qui doivent rester, si on veut vraiment que nos données restent en Europe. Là aussi, d'ici 2022, Microsoft s'est engagé à garantir que quand vous prenez des services Azure 365, ces données resteraient et ne circuleraient plus en dehors de l'Europe, de vraiment garder une conformité et une souveraineté au niveau européen. Donc j'ai envie de dire qu'au niveau de la RGPD, je ne vois pas de problématique sur Azure Microsoft 365. Je vais peut-être laisser Lionel autour des outils qu'on peut mettre en place, comme il l'a montré tout à l'heure, pour garantir cette partie conformité. En fait, il y a si on se rebat sur le compliance manager, en fait, ça a été quand même basé en fait sur la régulation et ça a été analysé et mis en place en fait du point de vue en fait de Microsoft ou pour analyser le tenant. Donc il est clair que RGPD ou LPD, hein, une fois que ça a été mis en place, puis on suit en fait les différentes recommandations qui ont été écrites dessus, et on fait les actions qui sont nécessaires, on rentre en fait soumis complètement en fait à cette mise en place en fait de ces régulations qui vont confirmer en fait que le tenant est compatible et nécessaire à la régulation. En sachant aussi que le transfert hors de l'Europe n'est pas, si vous transférez vos données dans un pays qui n'a pas l'adéquation, bah, vous devez mettre en place des mécanismes de sécurité tels que l'encryption, ce genre de choses. Donc là, c'est des possibilités avec des systèmes comme Customer Key, qu'est-ce qu'on appelle la partie double encryption. Donc il y a des mécanismes, voilà. Ça, ouais. Donc il y a des mécanismes pour justement, dans le cas où vos données devraient sortir parce que vous devez les envoyer dans un pays typiquement les États-Unis où on n'a plus l'adéquation par rapport à la RGPD. Donc dans ces cas-là, vous devez garantir les mécanismes de sécurité pour protéger vos données. Et là, on a les outils, j'ai envie de dire, dans la suite 365 ou dans Azure pour protéger ces données, que ce soit avec l'encryption, l'anonymisation, ce genre de choses. Ouais, je vais rebondir parce que M. Pittet a répondu et il parle de Cloud Act. Tu peux dire un petit mot là-dessus. Alors, le Cloud Act, j'ai envie de dire, n'a rien à voir avec n'est pas vraiment un rapport avec la RGPD. J'ai envie de dire, c'est vraiment pour moi, c'est l'arbre qui cache la forêt en règle générale, parce qu'il faut savoir que l'Europe a aussi ses propres lois. Si pour une raison XY, un juge est mandaté est mandaté pour des raisons XY justifiées, bah, ce juge aura le droit aussi d'aller, demander à l'opérateur ou au cloud provider de fournir les informations. Donc, même en Suisse, même en Europe, ces lois existent avec les lois antiterroristes. Donc, il faut faire attention. Le Cloud Act, souvent, moi je dis, c'est l'arbre qui cache la forêt. Il y a beaucoup d'autres risques à mettre en place. Et après, bah, si vraiment ce risque est avéré, bah, il faut utiliser d'autres technologies. Et là, on en revient à l'encryption avec la gestion de ses propres clés. Où là, vous maîtrisez la donnée avec votre propre encryption, vos propres clés, avec vos propres systèmes HSM, éventuellement on-premises, pour gérer ce genre de choses. Donc, qu'est-ce qu'il y a encore comme remarque? Donc, je publierai tout à l'heure les différents liens justement sur ces garanties par rapport à Microsoft de s'engager à ce que les données restent et ne sortent pas de l'Europe. Je reviens aussi par rapport à ce que je disais tout à l'heure aussi avec la nouvelle révision de la loi de protection des données suisse qui sera majoritairement très semblable à la RGPD. Donc, les entreprises devront aussi, j'ai envie de dire, d'être en conformité. Donc, les entreprises qui sont aujourd'hui déjà conformes à l'RGPD, le travail sera pas trop important de basculer sur la LPD. Donc, voilà, on est à votre disposition.
N'hésitez pas à nous contacter si vous voulez aborder le sujet de manière plus large. Merci. Merci Merci à Lionel. vous. Merci.